Salut à vous, salut Sarah. Bonjour Philippe. C'est plus clair, troisième émission de l'année 2023 depuis le terminal du port de Québec. Vous voyez, il y a du soleil, on est devant un bar, des sombreros, des flamants roses, vraiment. On est dans une circonstance très sympathique. Mais on n'est pas là pour voir les flamants roses, on est là pour parler de la semaine numérique QC. Une semaine pendant laquelle on a beaucoup échangé autour des questions de transformation numérique et on a beaucoup parlé aussi, ma chère Sarah, d'IA, d'intelligence artificielle. Effectivement, cette année, l'édition 2023 accorde une place importante à l'intelligence artificielle dans sa programmation. On tente d'y découvrir des avancées technologiques, comment résoudre des nouveaux problèmes d'affaires, mais de manière sous-jacente, cette nouvelle technologie-là continue de susciter des interrogations, voire même des craintes quant à son interrogation. Alors aujourd'hui, on est là pour réfléchir à l'IA de confiance. Peut-on faire confiance aux algorithmes, aux modélisations qui sont opérées par les machines? Comment distinguer le vrai du faux dans certains des résultats livrés par les applications? Jusqu'à quel point les utilisateurs dans les organisations, les entreprises peuvent-ils se commettre sur la simple recommandation des algorithmes? Voilà quelques-unes des questions, quelques-uns des enjeux que nous allons aborder, ma chère Sarah, avec ceux et celles qui font avancer le climat de confiance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors Philippe, je te propose qu'on aille rejoindre notre public pour entamer la discussion. Alors on y va pour des questions, des réponses et dans 1 heure. On l'espère. C'est plus clair. C'est parti. C'est plus clair, une émission débat en public. Est-ce qu'il est là? Oh bah là. Bah oui, ils sont là. Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle? Vous vous êtes forcément déjà posé la question. À l'heure des ChatGPT et autres robots conversationnels, à l'heure d'outils toujours plus pointus de reconnaissance faciale ou bien encore d'automatisation des tâches de travail, la question n'est plus de savoir si les algorithmes sont entrés dans nos vies quotidiennes, mais bien de savoir comment vivre désormais avec eux en bonne intelligence et en toute confiance. Équité, explicabilité, transparence, robustesse, bienveillance ou bien encore confidentialité et responsabilité. Les bonnes pratiques en IA sont-elles suffisamment mises en œuvre aujourd'hui et vont-elles être renforcées dans un avenir proche? Pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir d'être accompagné pour cette émission par la directrice de l'innovation et de l'adoption de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec, Sarah Gagnon-Turcotte. On peut l'applaudir, hein, Sarah? Elle est là, c'est sa première. Et également par la rédactrice en chef du magazine C'est Science, Chloé-Anne Touma, qui est juste ici. Voilà, exactement. Alors, avec nous également pour commenter les solutions qui vont nous être présentées dans cette émission, 2 observateurs. Je vous propose de commencer par celle qui, au Québec, incarne depuis des années l'intelligence des données sous toutes ses formes. Des données qu'elle compulse chaque année avec l'organisme qu'elle dirige, le Cyrano, dans un baromètre qui mesure notamment les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique. Cette chercheure spécialiste en mathématiques et en génie industriel est aussi une experte en gestion des risques. Elle est là aussi pour représenter nos amis de l'Obvia. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Nathalie de Marcellis Varin. Et voilà Nathalie. Elle va arriver. Salut Nathalie. Notre second observateur est à sa façon le gardien du temple. Quel temple? Pas celui de Tintin, hein, celui de l'innovation au Québec, de l'intelligence collective et du positivisme à toute épreuve. Il est atteint d'un mal que l'on souhaiterait viral, hein. Il est atteint de solutionnite aiguë et de bonne humeur. On peut dire que s'il y a bien une personne au Québec qui incarne et qui inspire la confiance, c'est lui. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Et voilà Luc. Quand je vous l'ai dit, toujours en forme. Toujours en forme. Luc, Nathalie. Merci d'être avec nous au plateau.
Ben merci. Quelle Je sais journée plus clair. aussi pour se retrouver aujourd'hui. Alors voilà, on va y venir, hein, on va y venir. C'est une journée, c'est une sacrée journée. Je parlais du baromètre de Cyrano. Tiens, j'en profite pour dire qu'il y a aussi au Conseil d'innovation un baromètre, celui de l'innovation en Oui, qui est l'occurrence. fait en collectivité avec une quinzaine d'organismes, dont le Cyrano, pour mettre ensemble nos données, développer l'intelligence. Que de baromètres dans cette place, donc finalement. Mais qu'en est-il du baromètre de la confiance dans l'IA? Alors on a posé évidemment, chers amis, la question à l'élève ChatGPT, qui est sérieux, savant, mais qui se mouille pas trop sur la question de la confiance en IA. Il nous dit, en tant qu'IA, je ne suis pas capable de prendre position sur les dilemmes moraux et éthiques. Mais il précise, cependant, la fiabilité de l'IA dépend de la qualité des données d'entrée et de l'algorithme utilisé pour traiter les données. Et il nous met en garde. Il est important de faire preuve de prudence et de diligence lors de l'utilisation de l'IA et de s'assurer que les modèles sont vérifiés et validés avant leur utilisation sur des applications critiques. On ne peut pas dire qu'il a tort, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit? Nathalie, Luc? Il y a des éléments importants, l'entrée des données, l'algorithme, la vérificabilité. Il y a beaucoup de choses qui sont là déjà, mais c'est sûr que la confiance, bâtir la confiance, on va en parler tout au long de l'émission, c'est ça la clé. C'est avec des utilisateurs, de ceux qui les développent et des parties prenantes. Exactement, il faut du monde. Tellement de valeur à créer à la base en ayant nos données, en ayant de la recherche opérationnelle, en faisant des analyses de base. Là, il ne faut pas s'en priver. Alors également, et Luc a brûlé un peu le punch en arrivant, il y a cette thématique de la confiance de l'IA qui est plus que jamais d'actualité. C'est une pétition qui fait parler d'elle cette semaine, une pétition initiée par le Future of Life Institute qui comporte déjà plus de 1000 signataires au moment où on se parle, au moment d'enregistrer cette émission. Une lettre ouverte dans laquelle on dénonce le fait que les laboratoires d'IA se sont lancés au cours des derniers mois dans, je le cite, une course incontrôlée pour développer et déployer des systèmes toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Elon Musk a signé cette lettre chez nous. Yoshua Bengio, il demande un moratoire, tout simplement, de 6 mois sur la recherche expérimentale en IA. C'est un coup de tonnerre. Évidemment, une réaction s'impose. Qui veut commencer? Luc, c'est un coup de tonnerre et on en discutait, Nathalie et moi. Yoshua nous a mis les bases, l'Obvia met les bases depuis des années sur ce qui devrait être les fondamentaux du développement de cette nouvelle technologie. Là, tout à coup, c'est l'accélération qui nous surprend, mais le fondamental, lui, est là depuis quelques années. Nathalie? C'est exactement ça, c'est-à-dire les valeurs dès 2015, on réfléchissait, 2016, 2007, mais là il y a une accélération, puis cette accélération, elle semble avoir pris une tangente qui dépasse aussi les développeurs. Est-ce qu'on dirait que la technologie nous échappe actuellement? Il faut agir, je pense, c'est ça, il va falloir agir. Ce qui est unique, c'est que cette fois-ci, on a parlé dans le passé de la 5G, on a parlé de beaucoup de nouvelles technologies que le public craignait. Cette fois-ci, le coup de tonnerre, il est donné par ses créateurs. Donc là, c'est un autre niveau. Alors, on va en parler dans le détail de ce coup de tonnerre, donc, mais on va surtout aussi parler de ce qui permet de rassurer la population, comment redonner confiance justement dans cette IA. Avant ça, on va se tourner peut-être du côté de Sarah, qui est déjà dans le public. Sarah, je crois savoir que tu es en bonne compagnie avec nos hôtes, ça tombe bien, on est ici accueillis et ô combien de bonne façon dans cette semaine numérique QC. Sarah. Effectivement, Philippe, je suis accompagnée de Camille Bess, scientifique de données à l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval et qui sont co-organisateurs de la semaine numérique. Alors Camille, j'aimerais savoir, cette année, 2013, mon Dieu, je suis dans le passé. Ah ben là, oui, on a déjà évolué. Ça va vite là aussi. Ça va vraiment vite, très ça vite. va vite. Qu'est-ce qui distingue l'édition 2023 de la semaine numérique? La différence fondamentale, je pense, par rapport à l'année passée, c'est surtout l'intégration du rendez-vous IA qui a eu lieu cette année, où l'année passée, on était plus dans la collaboration entre les académiques et les industriels. Et là, on est vraiment dans un maillage plus serré avec tout le numérique et l'écosystème du Québec et de Québec. L'IA, c'est un vecteur d'innovation qui transcende, qui traverse l'ensemble des secteurs, qui se maille avec d'autres technologies. Donc, ce rapprochement
permet aujourd'hui d'aller encore plus loin. Puis ça va être vraiment... c'est l'occasion parfaite, en fait, pour se réunir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous accueillir dans les lieux aujourd'hui. Merci Sarah, et on précise que chaque C'est plus clair, en partenariat avec les fonds de recherche du Québec, se donne pour mission de mettre en lumière et de répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans cette émission consacrée au développement de l'IA de confiance, nous allons tenter de répondre ensemble à l'objectif numéro 9 qui vise à promouvoir les infrastructures d'innovation durable et pérennes. Sarah. Oui, alors aujourd'hui, on va aborder 3 thèmes dans 3 segments différents pour alimenter nos réflexions. On a cherché à identifier vraiment qu'est-ce qui nous permettait de développer une IA de confiance. Donc, premier thème, on veut réfléchir à la manière de maîtriser l'environnement de création et de développement des algorithmes afin qu'ils soient fiables. Deuxième thème, distinguer le vrai du faux qui est produit par l'IA. Ça se multiplie. On est en contact constant avec des nouvelles productions de l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Et finalement, troisième thème, bien, comment est-ce qu'on permet aux organisations d'utiliser l'IA dans un climat de confiance? On pense aux utilisateurs. Eh bien, démarrons la réflexion collective avec notre premier thème. Comment s'assurer de maîtriser l'environnement de création et de développement des algorithmes pour inspirer la confiance? 20 minutes sur le sujet. Philippe, débutons avec un peu de contexte par notre collègue Chloé-Anne Douman, qui est rédactrice en chef de C-Sciences. Tu as quelques chiffres à nous partager. Ben oui, merci beaucoup, Sarah. Donc, on l'a dit tantôt, ça va vite avec l'IA. Et donc, les chiffres que je vais vous apporter, ça vient d'un sondage léger qui a été réalisé le mois dernier. Et donc, on voit quand même que la population est divisée quant aux bénéfices de l'IA et la confiance qu'on a pour l'IA. D'un côté, on note quand même que 36 % des Canadiens estimaient le mois dernier que les outils de l'IA étaient bons pour la société. Et on sait que de plus en plus de gens ont accès aux outils démocratisés de l'IA, donc ils ont de quoi se faire une opinion. Par contre, en ce qui concerne les 2 tiers de Canadiens qui ne faisaient pas encore confiance à l'IA pour prendre des décisions, on parlait de 75 % d'entre eux qui disent s'en méfier en raison d'un manque d'empathie ou d'émotion qu'ils attribuent à l'IA. Donc, c'est intéressant. Merci Chloé-Anne, intéressant. 36 %, peut-être une réaction à ces chiffres. 36 %, 2 tiers aussi des Canadiens finalement qui ne font pas encore confiance à l'IA. Autant dire que l'actualité leur donne un peu raison. J'avoue que 3 quarts qui sont inquiets, c'est mieux que je pensais. J'aurais cru... 2 tiers. 2 tiers, bon, c'est ça. Pas 2 mal. tiers qui sont... c'est une technologie qui fascine et qui est présente dans la vie des gens de plus en plus. Elle est de plus en plus visible, d'où la crainte qui s'installe dans le public. Nathalie? Je pense que nous, quand on a fait notre baromètre Cyrano, on posait la question, est-ce que vous savez c'est quoi l'IA vraiment? Parce que, tu sais, ils peuvent dire qu'on en parle. Et on voyait vraiment une différence entre ceux qui savaient vraiment, puis ceux qui disaient on en parle, c'est partout. Et encore une fois, quand on parle d'IA, des fois, tu sais, le mot artificiel fait peur. Et je pense qu'il y a cet élément-là encore aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, puis on le voit avec ce qui va se passer aujourd'hui, puis les réactions que ça va avoir, c'est qu'il va falloir sensibiliser, mais il va falloir aussi rassurer, il va falloir leur redonner confiance ou leur expliquer, parce que le 75 % va être... Intéressant. De quoi on parle quand on parle d'IA? Ça, c'est un élément vraiment important qui va être dans le sujet. Dans les médias, il y a beaucoup la présence des défis, des craintes, mais quand on explique comment l'IA peut détecter d'avance des maladies, peut aider au traitement, peut découvrir des nouveaux médicaments, là, on peut arriver à faire la part des choses. Dans l'éducation aussi, on pourra en parler, c'est un autre sujet. Mais évidemment, il faut multiplier aussi les bons points de l'IA, pas uniquement les risques. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. Et pour mieux illustrer toutes ces données, tous ces enjeux qui viennent d'être posés, ma chère Sarah, on a des solutionneurs qui viennent au plateau. Oui, alors accueillons d'abord Camille Besse, que je vous ai présenté tout à l'heure, scientifique de données à l'IID. Il va nous parler... On peut l'applaudir, bien sûr. Alors, on peut l'applaudir. Et également Yann Péquignot, qui est chercheur en mathématiques et en sciences des données à l'IID également. Et bien voilà. Yann, on peut l'applaudir aussi. Merci d'être là. Et coordonnateur scientifique du projet DEAL Québec, dont il va nous parler tout à l'heure. Sarah. Oui, alors Yann, Camille... Vous êtes tous les deux chercheurs à l'IID, vous travaillez avec les algorithmes, avec les données. Ben, commençons par ça, clarifions la situation. Là. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle d'algorithmes, d'intelligence artificielle? Allez Yann, il se jette. Je vais essayer de répondre à cette question.
C'est sûr qu'on parle de programmes, puis les programmes, ils sont dans nos vies depuis longtemps. Il y en a toutes sortes. Ce qui a changé, c'est que les programmes auxquels on était habitués, c'était des programmes qui avaient été écrits ligne par des gens qui comprenaient le problème, la tâche qui était à résoudre. Puis maintenant, on a des programmes qui, eux, ont été en fait appris à partir de données. Ce qu'il faut imaginer, c'est comme un énorme programme, mais finalement, dont on n'a pas fixé des millions de paramètres. Puis ces paramètres-là, on part avec une configuration initiale. C'est comme un peu des sortes de gros boutons, on peut imaginer, qu'on va tourner, qu'on va régler. Et en fait, c'est à l'aide des données qui vont passer. On va passer des données. Puis si le résultat n'est pas comme on veut, on va avoir une manière de mettre à jour, de changer. De paramétrer, finalement. De paramétrer petit à petit. Et on va passer les données des dizaines de milliers de fois jusqu'à ce que finalement, on ait l'air d'obtenir le résultat qu'on veut. Et on va vérifier ça sur des données qu'on a mis de côté. Et puis là, on observe des performances extraordinaires. Mais ça pose des questions par rapport à la confiance de ces programmes-là qui sont d'une nature vraiment différente. Camille? Camille? Oui, il y a une grosse différence en fait entre pareil, bien dans le micro, s'il vous plaît. ces programmes qui apprennent à faire d'autres programmes. Et on va différencier les algorithmes d'apprentissage des modèles appris. Puis je veux mettre l'emphase sur le vocabulaire qu'on utilise parce que c'est aussi un but éducatif ici. On parle d'algorithmes d'apprentissage qui produisent des algorithmes qu'on appelle des modèles dans le jargon. Et donc, ces modèles-là sont beaucoup plus obscurs et on a plus de difficultés à leur faire confiance si on n'est pas capable de les expliquer ou si on manque de transparence vis-à-vis d'eux. Camille, vous êtes coordonnateur scientifique sur un projet de création de nouvelles technologies dans le secteur de l'assurance. Peut-être question aussi, comment on utilise l'IA dans l'assurance? Rapide, hein, cours 101, en 2 mots. En 2 mots, on l'utilise pour l'expérience client essentiellement. Donc, beaucoup de travail sur réduire le temps de l'utilisateur entre la réclamation et le paiement, par exemple. Alors, vous vous spécialisez dans la prise de décision séquentielle en contexte incertain. Là, je sais que j'en ai perdu la moitié en cours de route. Alors, on va essayer de les retrouver, mon cher Camille. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de contexte incertain? C'est quoi ces contextes? On parle de problèmes d'observation. On n'a pas accès à toute l'information quand on prend une décision. Et donc, quand on a des problèmes complexes et qu'on n'a pas toute l'information, il y a de l'incertitude qui est associée à ça. Sarah? Moi, Camille, ce qui m'intéresse, c'est les renseignements personnels. Hein? On parle d'assurance, donc on parle vraiment de données qui nous définissent où on habite, quel genre de maison dans laquelle on réside. Comment est-ce qu'on se protège dans un contexte comme ça où l'IA a accès à des données autant sur notre vie la plus intime? Comment on se protège? C'est difficile présentement de se protéger de ces choses-là. Par contre, après, il y a des choses qui ont été mises en place au sein des organisations, au sein des entreprises, pour garantir que ces données-là ne sont pas disponibles à tout le monde, ne sont accessibles que partiellement, elles sont protégées, elles sont anonymisées. Puis avec le coup de pied dans la fourmilière qu'il y a eu quelques années auprès d'une certaine entreprise, puis appuyé par la loi 25 récemment aussi, on a des mécanismes qui sont en place pour s'assurer que les données personnelles ne sont pas accessibles à tout le monde et que juste les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations pour faire la prédiction. On va venir à Yann dans quelques instants. Moi, je veux juste finir sur les assurances parce qu'on se dit souvent, est-ce que l'IA, elle profite plus aux assureurs ou aux assurés? Comment vous nous garantissez justement que on n'en profite pas de ces données pour un petit peu, permettez-moi l'expression, fliquer les assurés? Camille? Ouais, justement, 95% des applications en assurance ne sont pas sur de la tarification. On ne parle pas de faire payer les assurés. On parle de s'assurer que les clients vont avoir un meilleur service au final pour bénéficier le processus de réclamation, le processus de soumission. Luc? Tu vois, on a cette tendance-là de toujours mettre le cas danger, le cas grave, le cas où on peut avoir le plus peur, et c'est toujours le cas de l'assureur ou le cas de la compagnie pharmaceutique. Mais on oublie, moi j'aimerais bien ça que mes données soient dans les mains des chercheurs en santé et que lorsqu'on découvre un nouveau risque de santé selon mes gènes, qu'on m'en avertisse. On m'avertit des nouveaux dangers avec ma voiture, que je dois retourner au garage, faire arranger ceci ou cela. Quand c'est sur ma santé, moi j'aimerais que mes données servent à prévenir des maladies. Prévention, évidemment, c'est le mot-clé. On a évoqué le monde des assurances, les risques possibles éventuellement, mais aussi les apports, merci de le préciser Luc. Prenons un petit peu de hauteur, tiens, puisqu'on se rend dans les airs avec Yann et avec le projet DEAL Québec, dont vous êtes le
coordonnateur scientifique. Vous travaillez actuellement sur le volet de la recherche fondamentale pour le développement d'une intelligence artificielle interprétable, robuste, sécuritaire et certifiable, appliquée au système critique dans le domaine de l'aérospatial. C'est un secteur, d'ailleurs, on le rappelle, qui est stratégique au Québec. C'est surtout un domaine où l'erreur peut être fatale. Comment vous l'intégrez, vous, ce risque-là, dans votre travail? C'est en effet un défi tout à fait particulier pour la recherche fondamentale en intelligence artificielle, puisque les conséquences, comme tu viens de le dire, elles sont catastrophiques. Donc, ça met la barre très haut. Et puis, les exigences, vraiment des exigences très élevées par rapport à ces questions d'interprétabilité, de robustesse. C'est un défi, c'est un moteur pour nous. Mais vous, l'objectif ultime pour DEAL Québec, c'est le risque zéro. Est-ce que le risque zéro existe? Non, je ne pense pas que le risque zéro existe. Par contre, le défi principal, comme j'ai expliqué avant, les programmes d'intelligence artificielle sont d'une nature très différente. Fait que le premier défi, c'est peut-être d'estimer le risque. Et c'est extrêmement difficile, justement, dans le cas de situations extrêmement rares, mais à la fois catastrophiques, parce que c'est là que l'estimation est d'autant plus délicate. Pensons à l'aéronautique, pensons à la chirurgie, pensons au contrôle des véhicules. Il y a des situations comme ça où on a besoin de robustesse. Les situations dites critiques. Nathalie, et puis après c'est ce que j'allais dire exactement, c'est-à-dire que là, on n'a pas le droit à l'erreur, là, parce que le risque zéro n'existe pas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que nos systèmes embarqués soient le plus sécuritaires possible, donc on est en prévention. Et donc là, le développement, les de nouveaux développements qu'il y a en ce moment, partent sur cette philosophie-là, et puis je pense que c'est ça qu'il faut élargir à l'ensemble de l'utilisation de l'IA. Où en sommes-nous maintenant dans la création de systèmes qui sont dans des contextes très critiques, là, vraiment performants, proches du risque zéro, particulièrement lorsqu'on a une interaction avec l'humain, hein? Souvent, c'est une erreur humaine qui va venir un peu créer une défaillance qu'on n'avait pas envisagée. Où en sommes-nous? Bien, on en est encore quand même, en tout cas dans le projet DEAL, c'est vraiment de la recherche fondamentale. En même temps, on a un contact avec les industriels pour déjà aborder des cas d'utilisation possibles. Je pense qu'aussi, ça ne va pas forcément être la solution miracle dans toutes les utilisations qu'on pourrait imaginer. Donc, le travail est aussi de voir les données qui sont disponibles et puis d'identifier dans quel cas, potentiellement, on peut avoir déjà une intelligence artificielle ou un programme appris qui va performer et qui potentiellement pourrait être certifié, puisqu'on doit encore tout construire, autant les standards de certification que les méthodes pour arriver là, en fait. Avez-vous quelques cas d'usage, un ou deux cas d'usage à nous décrire? Donc, c'est sûr que peut-être les gens ont peur ou imaginent un avion qui se pilote tout seul. Pour l'instant, il y a dans l'aviation civile, c'est 2 pilotes. Il y a l'idée de peut-être avoir des opérations avec un pilote. On n'est pas en train de remplacer les pilotes. Mais l'homme sera toujours là, c'est ça que vous voulez me dire, hein? En tout cas, je ne peux pas parler pour toutes les compagnies d'aviation, mais les discussions avec certaines compagnies, c'est que non, on ne veut pas du tout supprimer l'humain. Au contraire, l'idée, c'est de l'assister ou de faire aussi de la maintenance. Mais même pour des tâches qui semblent accessoires, auxquelles personne n'a jamais pensé en prenant l'avion, l'utilisation de l'IA est déjà critique et relève déjà de défis importants. Là, on parle de situation critique. On parlait tout à l'heure des assurances qui, effectivement, c'est des enjeux plus de biais. Hein. On va venir aux questions du public dans quelques instants. Mais juste peut-être une ultime question ici. On parle de certification. Est-ce que ce serait, dans le monde de l'assurance, comme dans le monde de l'aéronautique, une étape, un processus qui serait déjà nécessaire, voire indispensable pour rassurer et éviter les éventuels enjeux de risque? Yann, pour commencer. Ben, pour l'aviation, c'est très clair que ça va passer par des standards. Et comme je l'ai dit juste avant, en fait, les standards n'existent pas. Ils existent pour des programmes classiques qui ont été écrits ligne par ligne par des humains. Ils n'existent pas pour des programmes qui ont été appris à base de données. Donc, c'est un défi, mais qui va devoir être relevé si on veut embarquer de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de labellisation, c'est confiance 100%, c'est ça? Ben, pour l'instant, on ne sait même pas comment labelliser. C'est ça. Ouais, on a passé cette étape-là pour des pipettes et des produits médicaux. On a des cadres et on en est très heureux. Ça permet quand même le développement de la science, de la technologie dans un cadre certifié et je pense qu'on est rendu là comme société.
Camille, et après une question dans le public. Je sais qu'on a qu'une question. Alors, Je ferai l'analogie du médicament. En fait, effectivement, là, c'est le même principe. On est capable de certifier un médicament. Peut-être qu'à terme, ça sera une méthode possible pour l'intelligence artificielle. la solution viendrait de la certification. Une question, Sarah, dans le public? Est-ce qu'on a une question du public? Ou un commentaire? Personne ne lève la main. Pour l'instant, c'est fébrile. Hein? Alors, moi, bah voilà, on en a une ici. Allons-y. Allons-y. Et on va se présenter. Bonjour, Francis Nadeau du Cercle I. On parle de mise en confiance. Quels sont les éléments de transparence qu'on doit mettre en place pour que les gens, les citoyens aient confiance? C'est quoi réellement qu'on doit mettre en place? Merci, bonne question. Yann. Ouais, je peux essayer dans le contexte de l'aéronautique, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs à qui il faut qu'il faut convaincre, à qui il faut donner des explications. C'est un défi tout à fait particulier pour les modèles appris pour l'intelligence artificielle. Il faut convaincre les experts, il faut convaincre les utilisateurs, il faut convaincre le public. Il existe des alternatives aux modèles qui ont des millions de paramètres, des modèles qui sont plus interprétables. Il existe aussi des méthodes d'interprétation pour des modèles qui sont très profonds. C'est vraiment de la recherche. Même ces méthodes d'interprétation sont parfois sujettes à question. Peut-on faire confiance aux interprétations qu'on donne des modèles? C'est vraiment un travail de recherche actif en ce moment. Merci Yann, on va vous remercier. Yann Péquignot, Camille Besse, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Eh bien, poursuivons la réflexion collective avec notre deuxième thème. Comment distinguer le vrai du faux produit par l'IA et comment l'IA nous aide justement à le distinguer, ce vrai du faux. 20 minutes sur le sujet. Philippe, commençons avec quelques données pour du contexte. Chère Chloé-Anne, Oui, à toi. merci, chère Sarah. Donc, la montée des contenus artificiels qui imitent les contenus authentiques grâce à l'IA, c'est inquiétant, c'est certain. Et on peut penser au deepfake qu'on appelle en français l'hypertrucage. Donc, c'est une technique de synthèse multimédia qui repose sur l'intelligence artificielle pour s'approprier, disons, la voix, l'image d'individus dans des reproductions et qui malheureusement, est souvent utilisé pour créer des canulars malveillants. Donc, selon Alon Harvart, l'ancien directeur de la gestion des produits chez Rapid7, qui offre des services globaux de cybersécurité, l'année dernière, rien qu'en 2019, les attaques et fraudes liées au deepfake ont augmenté de 43 %. Donc, quand même, et on imagine que dans les dernières années, c'est en hausse constamment. Et ensuite, selon les sondages menés par le service de formation en ligne iProve, même si les gens sont de plus en plus sensibilisés à ces enjeux-là, en 2022, on recensait quand même 71 % de la population mondiale qui ignorait ce qu'est un deepfake. Donc... Merci Chloé-Anne, il y a de la sensibilisation et de l'éducation à faire à ce niveau-là, puis on le voit, hein. C'est intrusif de plus en plus dans nos vies. Vous avez vu il y a quelques jours les fameuses photos truquées de Donald Trump et autres. Bref, le pape aussi visiblement. Le trucage, l'hypertrucage, un mot là-dessus peut-être sur les chiffres qui ont été donnés. Puis il y a un autre chiffre, je crois, qu'on n'a pas donné. C'est 68%, la plupart de 68% du temps, les gens se trompent sur les photos qu'ils reçoivent. Quelle réaction? Je pense que c'est comme les faussaires avant avec les tableaux. Là. Ouais. Il n'y a que les experts qui peuvent dire que c'est vraiment un faux tableau. Donc il faut avoir un expert chaque fois avec nous. Hein, non, c'est mais ça, justement, on a appris à sensibiliser les gens, à leur dire qu'il faut regarder la signature, il faut regarder des choses. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Là, on a sensibilisé les gens avec les emails, avec le phishing, tout ça, en disant attention, regardez l'adresse, regardez d'où ça vient. Je pense qu'il va falloir sensibiliser les gens sur tous ces aspects-là. Un peu de cryptage, c'est ça? Il va falloir trouver des solutions. Une signature électronique. Moi je suis tellement bouche bée par ça que j'ai décidé d'aller à l'offensive plutôt que la défensive. Je me suis fait créer moi-même un avatar. Tiens, on va le regarder en même temps qu'on se parle. Voilà, il apparaît. Puis, voilà. Alors, c'est d'ailleurs mon avatar qui est présent aujourd'hui. Je ne peux pas être ici en personne, donc je vous ai envoyé mon avatar. Pas mal, hein? Vous ne le saviez même pas. Et même mieux que le vrai, hein, presque, des fois. Eh bien, oui, on voit des images d'ailleurs de l'avatar de Luc pendant qu'on se parle. Et également, pour mieux illustrer toutes ces données sur justement la distinction entre le vrai et le faux, là aussi, ma chère Sarah, on a des invités. Oui, on a 2 experts qui vont se joindre à nous. Je propose d'accueillir Shalom Pierre, qui est conseiller en éthique et innovation à l'Institut Intelligence et Données également, de l'Université Laval, ainsi que Vincent Bergeron, qui est avocat associé au cabinet Robic. Et on les applaudit encore les deux, s'il vous plaît. Vincent Bergeron, Shalom Pierre, merci d'être là. Belle casquette pour Shalom.
Hein? On se protège comme on peut. Voilà. Alors, messieurs, vous êtes respectivement éthiciens, juristes. D'un côté, la morale de notre, j'ai presque envie de dire la vertu alliée, forcément la norme. Dans les deux cas, c'est la réalité vécue et la réalité perçue qu'on interroge. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle joue avec la réalité. On l'a vu dans certaines applications qui transforment les images, les textes, les sons. Est-ce qu'à votre avis, cette transformation générée artificiellement trompe nos perceptions et donc trahissent d'une certaine manière la vérité? Qui veut commencer? Vincent? Shalom? Oui, en fait, c'est une question quand même extrêmement importante parce que ce qui arrive, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on arrive à un moment où les gens ont de la difficulté à déterminer ce qui relève du vrai ou du faux, en fait. Et ça me fait penser justement à un travail qui a été fait par un philosophe qui s'appelle Jean Baudrillard, qui avait écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle Simulacre et simulation, dans lequel il expliquait l'avancement de notre société contemporaine mène à un état de simulation totale. Alors ça, c'est quand même assez... évidemment, c'est l'extrême de la chose, mais l'enjeu, c'est que finalement, quand on arrive à ce point-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la difficulté qu'il y a pour certaines personnes à exercer leur capacité à se questionner, à douter justement de la vérité en fait de certains du monde simulé en fait. Ne pas prendre pour acquis ce que l'on voit, ce que l'on reçoit, c'est la première. Au niveau du droit, Vincent, comment on se positionne par rapport à ça? La norme est-elle encore efficace? En fait, pour répondre à la question de savoir si la tromperie va toujours être présente, si on recule il y a plusieurs années, le trucage, les effets spéciaux dans l'industrie du film, par exemple, existent depuis très, très longtemps. Ça prenait de la main-d'œuvre extrêmement spécialisée pour faire ce genre de trucage. Et selon le contexte où on voit le contenu, on peut être tout à fait d'accord à se faire présenter des gens qui sont dans l'espace, des gens qui vivent une situation qu'on sait très bien qui est fausse. Mais par la question du contexte et de l'intention, la personne qui consomme le contenu va savoir qu'elle se fait présenter du contenu comme ça. Et l'arrivée de technologies d'IA comme l'hypertrucage, c'est une avancée extrêmement positive dans l'industrie du film, du cinéma, la personnalisation du contenu. Mais lorsque ce contenu-là circule, par exemple, sur les réseaux sociaux, et que là, l'intention derrière l'utilisation de la technologie et de tromper, de tromperie, c'est là que devient le problème. Donc, dans les faits, c'est des technologies qui, je dirais, sont très positives dans leur ensemble, mais pour lesquelles on va avoir des dangers. C'est l'utilisation qu'on en fait, finalement, c'est ça. Comment est-ce qu'on développe l'expert en nous? Comment est-ce qu'on développe notre esprit critique par rapport à toutes ces utilisations-là, de l'hypertrucage en passant par la désinformation et tout ça? Alors ça, c'est peut-être pour Shalom, là. Hein, parce qu'il a abordé la question tout à l'heure. Oui, en fait, les stratégies consistent à se poser des questions, en fait. Et donc là, la question de l'origine, de la source du contenu synthétique, en fait, il faut s'interroger. Et là, c'est tout un travail à faire avec, évidemment, il faut, de façon très large, mais particulièrement pour nos jeunes, particulièrement ce qu'on pourrait appeler les populations vulnérables. Et c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui consistent à dire, si on utilise de l'hypertrucage, eh bien, c'est important de le dire, en fait, clairement, parce qu'on sait justement des que ça peut être... de transparence. Oui, tout à fait, des mécanismes de transparence, parce qu'on sait que ça peut être utilisé à des fins politiques, de manipulation, d'interférence, tout ça. Mais à l'heure des médias sociaux, à l'heure de tout ce qui circule, l'information, c'est pas évident, là. Je veux dire, on peut le dire, moi, c'est comme tout à l'heure, je disais, je suis un faussaire, j'essaye de voir c'est quoi le vrai tableau. Mais là, l'information, elle nous arrive là, de partout. C'est l'instantanéité qui pose question. Là. Il faut être réactif, mais comment... Évidemment, aujourd'hui, il y a des techniques de détection qui existent, que ce soit par exemple avec l'intelligence artificielle, avec l'apprentissage profond, par exemple de voir le clignotement des yeux. Bon, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles techniques qui aident à détecter, les gens qui sont dans le milieu font des mises à jour et donc il faut toujours continuer. Mais il y aurait aussi... C'est un des enjeux, c'est que dans les faits, j'ai vu des statistiques d'investissement sur la recherche en IA et les sommes investies pour développer de meilleurs outils qui génèrent du contenu de plus en plus
de meilleure qualité, difficiles à discerner, les investissements sont beaucoup plus significatifs que dans les technologies de détection. Donc, assurément, même les experts du domaine ont de la difficulté eux-mêmes des fois à discerner, même en se posant des questions, même en faisant une analyse approfondie. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça devient extrêmement difficile de faire cette analyse-là. Et est-ce que la responsabilité de comprendre, de détecter toutes ces problématiques-là repose uniquement sur l'utilisateur? Parce qu'au final, on devient sursollicité, bombardé. Hein? On a tous eu les fenêtres intempestives pour les cookies et tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un espace pour le droit, la réglementation, imposer des outils qui mettent en valeur la transparence? Je vais vous dire quelque chose parce qu'on est entre nous, mais... Ben oui, ça ne ressort pas d'ici. Le droit va toujours être à la remorque, va toujours arriver derrière les technologies. L'innovation va beaucoup plus vite et généralement, les lois sont en réaction à des choses qui se produisent. Dans ce cas-ci, évidemment, il existe certains textes législatifs dans différents États pour rendre illégales certaines utilisations d'hypertrucage, par exemple, pour tromper dans un contexte démocratique, pour d'autres contextes très négatifs. Mais dans les faits, les plateformes sur lesquelles se promène ce contenu-là ont des conditions d'utilisation qui vont vous dire c'est illégal d'utiliser, par exemple, l'hypertrucage dans le but de tromper. Mais si on utilise l'hypertrucage dans le but de faire une parodie de quelqu'un qui met son visage sur un vidéoclip connu pour faire rire ses amis, là, est-ce qu'on tombe dans cette zone-là illégale, oui ou non? Là, c'est assez clair qu'on est dans la parodie. Peut-il être moral? Donc, où se trouve cette ligne-là? Et c'est là où même les plateformes ont énormément de difficultés à appliquer une ligne directrice et souvent vont y aller plutôt vers le signalement des utilisateurs. Donc, si un contenu apparaît et qu'il est signalé suffisamment, là, une procédure de retrait va souvent être entamée. Le poids de la communauté. Nathalie veut réagir. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les développeurs, quand ils développent ce type de technologie d'algorithme, c'est pour une utilisation spécifique. Mais là, on a d'autres gens qui vont les récupérer pour d'autres. Donc là, on a une innovation. Tout à l'heure, on parlait du médical. On veut qu'ils sachent lire les photos médicales le plus précisément possible. Donc, on cherche l'innovation maximale. Et là, il y a d'autres personnes qui vont récupérer ces algorithmes à des fins négatives. Donc, c'est pas évident dans le contexte d'innovation. C'est parce que tu veux pas freiner l'innovation, mais tu sais qu'il y en a qui pourraient la reprendre pour des fins négatives. Et puis, il y en a qui l'utilisent, l'hypertrucage, on va se le dire clairement. Les utilisateurs aussi. Tout à l'heure, Luc l'évoquait. C'est une utilisation pour certains qui est bénéfique. Hein. On enjolive la vie, on la change. Voilà. Donc, Par contre, j'aurais une petite question, parce que là, après, on passera à Shalom. Le juriste que vous êtes, peut-il nous renseigner sur les lois? Est-ce qu'il existe éventuellement déjà un arsenal juridique ici au Canada ou ailleurs dans le monde qui nous protégerait? Je suis bien d'accord que ça va plus vite la technologie que le droit, mais le droit ne reste pas les bras ballants. Est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà? Dans les faits, beaucoup des lois déjà existantes continuent de s'appliquer. Dans un cas de fraude, évidemment, si on a utilisé l'intelligence artificielle pour tromper quelqu'un, ça va tout de même être une fraude, ça va tout de même être un crime standard de fraude. Les lois qu'on a vues apparaître un peu partout à travers le monde, puis par exemple au Canada, touchent aux élections, au processus démocratique, par exemple, pour s'assurer qu'on ne va pas tromper les gens de manière mal intentionnée. Donc, ce genre de loi-là commence à exister. On a des lois étatiques aux États-Unis dans certains États, mais la fameuse pétition qui a été publicisée cette semaine là, de chercheurs qui veulent mettre un frein à tout ça réclame également beaucoup plus d'encadrement et de gouvernance de la part des États pour venir mettre des lignes directrices, y compris dans des cas d'hypertrucage. Ils veulent que le gouvernement s'implique. Luc, ouais, le gouvernement est appelé à la rescousse finalement. C'est toujours le pompier. Hein. Et ça s'est passé dans l'histoire à chaque nouvelle technologie quand c'était approprié. Vous savez, à l'époque, dans les années 50, dans les cas d'accidents de voiture, 80% des décès étaient dus à la voiture elle-même et pas à l'accident. Donc, il y a eu des encadrements qui ont permis de sécuriser, qui ont créé l'obligation par les créateurs de technologies et la création de nouvelles technologies plus sécuritaires. C'est par l'expérience que se crée la norme, hein, finalement. C'est ça qu'on comprend aussi, Luc. On va passer à la question dans le public, mais peut-être une dernière question ici au plateau à Shalom de notre part. On parle de confiance. Définition du Larousse pour la confiance. C'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose, qui se fie entièrement. La confiance, on dit souvent, ça se mérite, ça se construit avec le temps. Là, on l'a dit, on nage dans l'instantanéité totale avec ces applications. Il n'y a pas de prise de recul
Cette prise de recul, est-ce qu'on a quand même moyen de la travailler? Oui, en fait, je pense que c'est tout le travail de la littératie, en fait. Et à l'école, il faut commencer très tôt, en fait, des disciplines comme la philosophie, dès l'école primaire, c'est hyper important, en fait, d'initier ça très tôt pour que les jeunes arrivent à se questionner sur un certain nombre de choses. Et puis, les personnes aussi qui créent ces outils-là, il y a quand même de plus en plus de techniques. Il y a même, avec la blockchain aussi, il y a des stratégies qui marchent assez bien. Il y a aussi l'Institut de recherche, coordination et musique de l'IRCAM, qui fait un travail assez important. Ils sont en train de travailler sur une espèce de Shazam qui permettrait justement d'évaluer, en fait, de faire la différence entre la vraie et la fausse voie de synthèse. La fameuse signature un peu dont parlait tout à l'heure, la signature numérique dont parlait Nathalie. Merci Shalom. Une petite question, une réaction dans le public sur cette distinction entre le vrai et le faux. Alors là, on a deux questions. On va peut-être commencer juste derrière et ensuite ici. Bonsoir monsieur. Alors, je ne pense pas qu'on entende. Est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'on me confirme si on entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, là on confirme. Je m'entends, donc c'est ça. Ma question, en fait, c'est plus côté juridique. Imaginez qu'un riche milliardaire est filmé en train de tuer sa femme. Donc, forcément, on a la preuve fantastique qu'il a tué sa femme. Mais finalement, quelqu'un dit que c'est un fantastique deepfake. Donc, à qui... le fardeau de la preuve va à qui, finalement? Est-ce qu'il faut prouver que c'est un deepfake ou ce n'est pas... C'en est un ou c'en est pas un? Et c'est combien votre tarif horaire, Vincent? Oui, exactement. On se parlera dans le couloir tout à l'heure. Dans les faits, en matière criminelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le doute raisonnable. Donc, dès qu'il existera un doute raisonnable quant à la qualification du vidéo, la personne serait acquittée. Donc, dans les faits, ici, il faudrait vraiment que la couronne réussisse à démontrer que le vidéo est bel et bien authentique avec le maximum de niveau d'authenticité de la preuve. Et c'est un défi des tribunaux en ce moment de regarder si des documents sont réels ou pas. Et les tribunaux, avec beaucoup d'égards pour eux, ne sont pas nécessairement très bien outillés en ce moment au niveau technologique. Donc, quand on tombe dans des questions très poussées qui touchent à l'intelligence artificielle et à la génération de contenu, il y a une bonne partie d'éducation à faire en premier lieu avant même de commencer à parler de droit et de justice. Il y a de la volonté, mais il manque peut-être quelques moyens. On a le temps pour une petite question, Guita? Oh, on m'a dit de couper là. Une toute petite. On va aller plus vite après. Allez, on y va. Très rapidement. Je fais ça super vite. Shalom, peut-être la question pour toi. On parle de sensibilisation puis de rendre plus la littératie par rapport à tout ça. Si on regarde, mettons, la malbouffe, les gros joueurs ont beaucoup d'argent pour vendre la malbouffe. Il y a des gens de l'autre côté, peut-être du gouvernement, qui doivent mettre en place des mécanismes pour s'assurer que c'est transparent. Au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est la même réalité? Est-ce que le gouvernement est actif? Est-ce que c'est suffisamment financé? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut continuer à travailler dans cette perspective-là. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que il faudrait plutôt parler de l'écosystème de l'éducation, en fait. Et le gouvernement, c'est un élément important, les associations. Donc, je pense que c'est les familles aussi, c'est tout un ensemble. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait penser l'avenir de cet enjeu. Et on profite aussi, vu qu'il est avec nous, Shalom Pierre, il a coécrit avec Femi Jaafar un livre qui s'appelle Médias sociaux, perspectives, donc sur les défis liés à la cybersécurité, la gouvernance algorithmique et l'intelligence artificielle. C'est aux éditions Pull. Allez, voilà, il est là, on l'achète et on va s'instruire. Merci beaucoup, Shalom, Pierre et donc Vincent Bergeron d'avoir été des nôtres. Merci. C'est très bon. Et on poursuit avec notre troisième sujet. On poursuit la réflexion collective, on est bien parti, avec donc ce thème, comment permettre aux organisations d'utiliser l'IA dans un climat de confiance. On va parler des organisations qui l'intègrent, l'IA, avec cet aspect de confiance. 20 minutes, là aussi sur le sujet, un peu moins, c'est ça, Guita? On va faire vite. Philippe, on donne le focus encore une fois à Chloé-Anne Touma, qui est rédactrice en chef du magazine C'est Sciences, pour quelques données de mise en contexte.
Ben oui, en 2018, il y a une enquête de Novipro qui a comparé un petit peu l'adoption de l'IA en entreprise, donc que ce soit ici et aux États-Unis. Puis ça a révélé que seulement 23% des entreprises québécoises envisageaient des dépenses pour des projets en IA, alors qu'en comparaison, 66% des entreprises américaines prévoyaient investir en l'IA. Donc, ça donne une idée du retard ici. Et une étude de Cyrano révèle que déjà en 2018, donc avant même les avancées et l'élan qu'on connaît aujourd'hui avec l'IA, 53% des Québécois disaient voir en l'intelligence artificielle et en l'automatisation de certaines tâches une menace pour les emplois, donc ce qui contribue à retarder aussi l'acceptabilité et l'adoption de l'IA en entreprise. Merci beaucoup, Chloé-Anne. Une réaction peut-être sur la première partie des questions, Luc? Le baromètre de l'innovation, la grande enquête du Conseil de l'innovation sur le développement du numérique au sein des entreprises a révélé que c'était très, très bas au Québec. Ouais. En fait, c'est 15, 16, 18% des entreprises qui font des projets de numérisation, d'automatisation, d'utilisation de technologies numériques dans leurs opérations. Donc, ça ne me surprend pas du tout d'entendre les 20, 25 26 pour l'IA. C'est même peut-être beaucoup plus que je l'aurais cru. Mais est-ce que, et on va venir, je vais te faire réagir, Nathalie, sur cette question donc, de l'adoption, de l'intégration. Est-ce qu'on sait si c'est la peur, si c'est le manque de moyens? Est-ce que, justement, la confiance là-dedans joue un rôle? On a posé la question aux dirigeants, dirigeantes. Il y a toute une question de culture. Les choses vont bien, les commandes, les carnets de commandes sont remplis, on a la difficulté à livrer nos produits actuels. De productivité aussi. Donc, il y a ça. Il y a la question de manque de main-d'œuvre, manque de gens pour le faire. Et là, c'est un cercle vicieux. Hein? Manque de gens, et donc on n'investit pas, donc on va manquer de gens parce qu'on n'est pas suffisamment productif. Ça, c'est la mauvaise réponse. Et étonnamment, c'est jamais le manque d'argent. Ça, c'est de moins en moins. Le manque de financement est de moins en moins. C'est 6% des dirigeantes qui disent je le fais pas parce que j'ai pas le financement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Le gouvernement finance beaucoup de projets, on le voit. Ça, on manque pas de programme, hein, ça c'est sûr. Nathalie, peut-être une réaction? Un élément important peut-être, c'est que l'IA ne peut pas être utilisé si on n'a pas des données, si on n'a pas un contexte des bases de données. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte au Québec souvent, c'est que les entreprises au début voulaient, tu sais, quand on a eu l'avènement de l'IA, tout le monde voulait l'utiliser, mais leurs systèmes en place sont pas, il n'y a pas de maturité numérique suffisante pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a un gros travail en fait aujourd'hui au Québec pour accompagner nos entreprises, notamment les plus petites, justement, à accéder à ce niveau de maturité numérique. Et pour mieux illustrer donc tous ces enjeux, ces données, Sarah, on a encore des invités au plateau. Oui, deux experts qui sauront nous décrire tous ces enjeux-là des utilisateurs. Donc, je propose d'accueillir au plateau Sarah Legendre-Bilodeau, cofondatrice et PDG de Vidence Analytics, ainsi que François Labonté, PDG du Centre de recherche informatique de Montréal. Et on les applaudit et on les accueille. Merci, Sarah, qu'on connaît bien, hein. Elle est déjà venue avec nous. Et François, merci d'être là. Alors, depuis le 22 septembre, il y a plusieurs articles de la loi 25 en matière de protection des renseignements personnels au Québec qui commandent aux entreprises de se conformer à une gestion plus stricte des données. Qu'est-ce que ça implique justement pour les projets d'intégration de l'IA en entreprise? Quels facteurs dans cette loi peuvent rassurer en ce sens? Peut-être commencer par vous, Sarah, qui est vraiment impliquée dans le domaine avec Vidence. Effectivement, mais en fait... Alors, on va bien parler dans le micro là aussi. C'est bon, là. Hein? Oui. Donc, il y a différentes choses, mais notamment, je pense, un changement de culture complètement. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé en début de carrière, on voulait toujours le maximum de données, l'historique le plus grand possible. On voulait tout conserver puis mettre tout ça dans nos modèles prédictifs pour avoir le plus de richesse possible. Maintenant, c'est complètement différent, puis ma perception a complètement changé. Il faut vraiment réfléchir au juste assez. Est-ce que la donnée que je collecte, elle est réellement pertinente vis-à-vis du risque, par exemple, que je prends à collecter cette donnée-là pour, par exemple, les personnes là, que ça concerne? Donc, il y a vraiment tout un changement. Donc, maintenant, il faut réfléchir aussi aux approches qu'on va utiliser, par exemple, pour déployer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Bien,
on peut plus se permettre d'utiliser de la donnée à l'infini comme ça. Donc, c'est d'être plus précis, c'est d'utiliser les bonnes choses, de savoir pourquoi on le fait aussi. Donc, pour moi, ça, c'est un bon impact. C'est quand même un bon impact sur la pratique du scientifique des données, par exemple. Ouais. C'est intéressant, avec cette minimisation des données, à quelque part, il y a moins de risques de collecter des données personnelles ou encore de générer des biais qu'on n'aurait pas imaginés. Donc, on est encore, à quelque part, dans bâtir une IA de confiance rentable, durable, mais aussi de confiance. Oui, de confiance. Puis, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui guide, par exemple, l'automatisation de la décision. Hein? La nouvelle loi là, sur la protection des renseignements personnels guide ça aussi. C'est de s'assurer qu'on est en mesure de 100% expliquer pourquoi une décision automatisée a été prise. Et ça, quand même, c'est une belle transformation, je pense, là, ne serait-ce que pour se poser les bonnes questions et qu'est-ce que va capter comme information, par exemple, mon modèle prédictif ou ma solution d'IA, qu'est-ce qu'elle utilise finalement comme bon prédicteur. Oui, donc on le faisait déjà en risque de crédit dans le domaine de la finance. Ça a toujours été comme une réglementation d'être en mesure d'expliquer la décision automatisée aux clients. Bien, maintenant, c'est déployé à grande échelle. Wow. Peut-être on peut entendre aussi là-dessus, François, avec le crime, vous accompagnez les PME, notamment dans un programme qui s'appelle Numéria, justement pour intégrer l'IA dans les entreprises. Est-ce que vous aussi, vous observez ce que vient de nous indiquer Sarah? On va peut-être moins sur la masse, sur le quantitatif de données, plus vers le qualitatif. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez aussi? Oui, en fait, tout à fait, beaucoup, parce que la réalité très pragmatique, c'est que les entreprises n'en ont pas beaucoup de données. Même celles qui viennent nous voir puis qui s'imaginent qu'il y en a beaucoup ne comprennent pas c'est quoi l'ampleur, par exemple, de l'apprentissage profond et ainsi de suite. Donc, c'est une réalité de terrain. Puis même au crime, une des expertises qu'on a développées, là, on appelle ça justement le small data. Puis il y a même des joueurs français qui ont un nom un peu plus marketing, là, qui appellent ça l'IA frugale. Donc, c'est tout est frugal aujourd'hui. Faire de l'intelligence artificielle, justement, avec des bonnes données. Par contre, des données de qualité, c'est plus la qualité que la quantité. Puis, je dirais peut-être juste de façon un peu anecdotique, par exemple, au crime, un des projets qu'on a fait, des techniques d'apprentissage profond pour travailler à la préservation de la culture des langues autochtones, avec des très petits jeux de données. Il y a des façons de faire, mais c'est très créatif. Il y a quand même beaucoup de défis, mais c'est pas toujours big is beautiful. Et là où j'aimerais également vous entendre, François, sur cette loi, cette fameuse loi donc 25 en matière de protection des renseignements personnels au Québec, est-ce que ce cadre légal peut, à votre avis, rassurer la population si on parle de créer justement une IA de confiance et une gestion plus sécuritaire des données dans les organisations? Est-ce qu'elle aide, cette loi? Bien, je pense que oui. Puis de toute façon, si on regarde même l'évolution là, au Québec de notre cadre réglementaire, on suit à peu près 2-3 ans ce qui se passe en Europe. Même chose quand on parle d'IA de confiance. Qu'en Europe, il y a des standards, là, c'est presque dit, qui vont être mis en œuvre, qui touchent à l'IA d'ici 24 mois. Aujourd'hui, nous, on est en train d'en discuter. Là-bas, ils sont déjà en train, avec des organismes de standardisation, de regarder comment ça va être mis en place. Fait que le fameux RGPD. Exactement. Par contre, on s'entend, et là, j'aimerais peut-être qu'on se tourne du côté de Sarah. On s'entend pour dire que la plupart des entreprises aujourd'hui, notamment les petites et les moyennes entreprises, vous disent la loi 25, moi je ne suis pas préparé, je n'ai pas les moyens de me conformer. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Il y a effectivement beaucoup d'éducation à faire. Moi je travaille autant avec la petite entreprise que la grande entreprise. Nos interventions sont vraiment très différentes. Au niveau de la petite entreprise, c'est vraiment... Bien, avec tous nos clients, finalement, là, la grande entreprise aussi, mais la PME aussi, parce qu'ils ont un besoin d'éducation, ils sont tellement pris dans leurs opérations qu'il faut les amener à prendre un temps pour réfléchir à ça. Puis, en fait, c'est de poser les bonnes questions, c'est de dire, OK, bien maintenant, par exemple, si je pense à une entreprise du milieu manufacturier qui modernise complètement toute sa chaîne de production, par exemple, il y a des capteurs partout. Bon, mais ils captent tout l'ensemble de la donnée, puis la donnée rentre maintenant à la microseconde. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de garder tout à une granularité si fine que je vais avoir de la donnée à l'infini comme ça, mais peut-être que je ne serai jamais capable de l'exploiter? Fait que c'est vraiment d'amener nos clients à poser les bonnes questions. Dans le cas d'une chaîne de production, ce n'est pas nécessairement de la donnée personnelle. Mais maintenant, on fait ça avec
dans toutes les situations. On collecte tout. Donc, on peut dupliquer, partout. en fait, la méthode. Oui. Donc, c'est vraiment d'amener la réflexion de qu'est-ce qui est pertinent pour mon entreprise, pour mes besoins d'affaires, pour mes objectifs, puis de prendre des bonnes décisions, de se faire une stratégie de données, finalement. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement si bien que ça avant. On évolue. Alors, on n'est pas dans l'IA comme étant une fin en soi. Donc, l'IA, c'est un moyen. Puis, on a parlé de culture, on a parlé de besoins d'affaires. Donc, en somme, est-ce qu'on peut dire que c'est la gouvernance de l'IA qui amène des nouvelles méthodologies, des nouvelles façons de faire? Oui, puis moi, je l'inclus dans un cadre plus large parce qu'effectivement, l'IA, c'est une famille d'outils qui nous aident à mieux valoriser nos données puis à en tirer du bénéfice. Maintenant, pour moi, c'est toute la gouvernance autour de la donnée, autour de l'utilisation de cette donnée-là, de la valorisation de cette donnée-là. Donc, effectivement, c'est d'abord la gouvernance, c'est un sujet d'affaires. Ça doit servir les affaires. Ça doit être au cœur de la stratégie d'entreprise. Puis en fait, moi, c'est ça mon rêve, qu'on ait une culture de données, qu'au Québec, ça soit la norme, la magie que ça donne aux dirigeants d'optimiser les choses, de prendre les bonnes décisions. Avant même de parler d'IA, de valoriser les données, tu l'as bien dit, la culture des données, je pense que ça, c'est la clé. C'est peut-être le geek en moi, là, Philippe, qui tripe tant sur les données, mais on arrive à faire tellement de choses simplement avec nos données. Bien, c'est qu'il n'y a pas de sous-approche. En fait, c'est qu'on répond à un besoin, puis on se doit de réfléchir à la façon la plus légère possible pour y répondre adéquatement. Puis ça, je pense, c'est une responsabilité collective dans le domaine dans l'écosystème, je pense, d'être discipliné à ce niveau-là. Une prise de conscience générale. Ouais. Nathalie veut réagir là-dessus. Là, ça me fait penser, évidemment, quand on parle d'IA frugale, de données précises, l'environnement, les enjeux, c'est tous des liens qu'on a regardés. Nous, on parlait d'IA responsable parce qu'on veut aussi s'assurer qu'on collecte les données, les bonnes données à bon escient. On ne sait pas toujours au début ce qu'on veut faire, mais je pense que les enjeux environnementaux, on les a vus aussi. On peut les résoudre de cette façon-là. Il faut faire attention aussi à ça. François, peut-être parlez-nous de ce mouvement, parce que vous êtes venu ici dans la semaine numérique QC pour annoncer de manière officielle ce programme, ce mouvement qui nous vient justement de France, Confiance.ai. Ils sont forts les Français pour mettre un peu les choses en français. Vous avez accueilli l'été dernier à Montréal une délégation qui est venue présenter ce programme. Visiblement, ils vous ont convaincu, puisque vous avez dévoilé il y a quelques jours cette semaine que vous alliez l'implanter ici au Québec. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce programme, François? Oui, tout à fait. En fait, le programme se veut très pragmatique. Pragmatique, pratique. Pragmatique, pratique pour des industriels, justement, qui sont au marché. Puis, ce qui est intéressant, parce que ça recoupe beaucoup des valeurs du crime pragmatique, collaboratif, tout ça, c'est des grands industriels qui voient le potentiel de l'IA, mais qui sont dans des domaines réglementés, que ce soit l'industrie aéronautique, le transport automobile, et ainsi de suite, et qui, en pratique, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils sont dans des marchés qui sont réglementés. Donc, ils le savent qu'aujourd'hui, ils ne vont pas mettre de l'IA basée sur de l'apprentissage profond pour faire voler un avion. Il y a trop de risques, il y a trop de questions pour lesquelles on a encore besoin de réponses. Puis tous ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle là, collectivement les sujets de confiance. Donc, leur mouvement en France, c'est que ces grands industriels-là ont dit on est tous confrontés à des mêmes enjeux de confiance et il y en a beaucoup dans nos domaines respectifs. Et pourquoi on ne se mettrait pas ensemble avec des partenaires, joindre nos forces pour développer une série d'outils avec l'objectif d'outiller, pas le super spécialiste en IA qui va avoir la réponse ultime, mais nos équipes d'ingénierie, de développement de produits. Puis autour de ça, quand on parle d'IA de confiance, il y a vraiment deux grands volets. Donc, il y a tout le volet, si on veut, garantie de performance, robustesse, fiabilité, tout ça. Puis, l'autre volet qui est aussi important, le volet un peu plus acceptation sociale, acceptation humaine. Je peux développer le meilleur produit, le prochain drone qui va voler tout seul, tout ça, mais s'il n'y a pas non plus des considérations éthiques responsables qui sont prises en compte dans le cycle du développement, fait que c'est une initiative très ambitieuse, en fait. C'est ça. Et c'est la mise en commun de bonnes pratiques. C'est ce qu'on comprend, quel que soit l'industrie, finalement.
Qui va être les industriels qui ont... On va l'adapter, dans mais en leur tout cas, domaine. c'est la mise en... vraiment intéressant, Sarah. C'est intéressant, François, parce que ce que tu soulignes à quelque part, c'est qu'il y a différents publics auxquels on s'adresse. On doit convaincre les ingénieurs techniques, mais on doit convaincre le grand public aussi. Donc, dans votre initiative, les utilisateurs avec lesquels on doit bâtir la confiance, qui sont-ils? C'est qui? Je dirais peut-être juste pour simplifier, mais c'est principalement les gens qui ne sont pas du monde de l'intelligence artificielle. C'est des gens de l'aéronautique, des télécoms, des industries des transports, finances, peut-être médicales, en tout cas tout ça. Donc, tous des acteurs qui, de par la nature de leurs activités, sont déjà dans des domaines réglementés. Puis, peut-être ce qui est intéressant, tantôt on parlait, est-ce qu'on a besoin d'avoir une certification de l'IA? Peut-être, mais peut-être pas. Parce que est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle certification pour faire voler un avion qui utiliserait les nouvelles technologies d'IA? Non. On va laisser Yann répondre à ça. C'est les nouvelles technologies qui doivent être assez robustes pour répondre aux exigences réglementaires qui ont déjà été élaborées il y a longtemps pour s'assurer que le public a confiance qu'un avion n'a pas de problème, en général, là, à part de rares exceptions. Là, mais en fait, c'est la pratique qui crée la certification, en fait, de ce qu'on comprend, François. Ouais, c'est un mouvement intéressant. Peut-être, justement, on évoque des secteurs industriels auxquels ça s'applique. Est-ce qu'on a des secteurs privilégiés? Est-ce que la défense, par exemple, est-ce que la santé, c'est des secteurs que vous visez en priorité ou pas? Ou tous les secteurs sont concernés? Pour le moment, on est dans une phase de mobilisation des partenaires. Donc, je vais en profiter, ceux qui sont intéressés dans leur domaine. Donc, on est dans cette phase-là de développer le concept en s'inspirant de la France. Mais naturellement, ce n'est pas un copier-coller. Donc, on travaille là-dessus. On va laisser la parole après au public pour les dernières minutes avec Sarah qui est là-bas. Juste une dernière question plateau. Lorsqu'on voit d'un côté la vitesse à laquelle progresse l'IA, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'autre le retard en matière de mesures d'encadrement, d'adoption des innovations d'entreprise, on se demande, et je sais que Luc il n'aime pas ça, mais on se demande si on a les moyens de nos ambitions. Collectivement, est-ce que la société, elle est véritablement prête pour la transformation numérique, pour la valorisation des données? Allez, tour de table, c'est ma tournée. Luc, commence. Pour la transformation numérique, la valorisation des données, on est en retard et c'est essentiel qu'on prenne ce tournant-là. Pour l'usage de l'intelligence artificielle, là, il y a toutes sortes de considérations à mettre en place. Et là, on n'est peut-être pas encore tout à fait là. Mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut réaliser aussi qu'il y a des avancées scientifiques, des découvertes. Il y a des travaux qui ne doivent pas être ralentis. On doit simplement avoir les bons paramètres, les bonnes balises pour assurer d'être en contrôle de ces travaux-là. Sarah, peut-être rapide? Oui, moi aussi, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de retard sur le marché puis qu'il faut vraiment accélérer. Sauf que faut savoir d'où on part. Puis il faut que chaque entreprise sache d'où elle part. Puis moi, j'aime beaucoup l'approche des petits pas. Puis en fait, il y a pas de trop petites étapes à passer. Hein. On passe une étape, on démontre les bénéfices, on a un retour sur investissement, on fait rayonner ce qui a été fait. Ça donne des exemples aux entreprises qui sont à côté de nous, puis on poursuit comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment de célébrer chacun des succès partout dans l'écosystème, dans toutes les industries. Et célébrer les entreprises qui font le pas. On ne le dit pas assez, il y a des entreprises au Québec qui font le pas. On a l'impression que la majeure partie n'y sont pas, mais il y en a qui l'ont font. Écoute, il y a ça des fonctionne. exemples inspirants. Moi, j'en vois dans l'optimisation. Inspirons. Aujourd'hui, on est en mode panique. Inspirons. Des cliniques médicales, là, je reviens d'un Hacking Health, là, où on a des cliniques médicales qui utilisent les données pour être capables d'avoir zéro attente dans les cliniques d'urgence, parce qu'on a toute une série de données qu'on utilise pour optimiser les prises de rendez-vous. Donc, c'est des exemples inspirants qu'il faut mettre en lumière. Les fermes d'hiver qui utilisent l'intelligence artificielle pour comprendre comment les bourdons fertilisent les fleurs pour arriver à créer des fraises, comment la lumière, les différentes teintes et longueurs d'onde de la lumière vont balayer le cycle de vie d'une fraise pour qu'elle soit comme si elle avait grandi dans les champs en plein été. C'est des applications extraordinaires qu'il ne faut pas perdre.
Et des jumeaux numériques en santé qui sauvent des vies aussi. On ne le dit pas suffisamment. Peut-être une question dans le public. Sarah, oui, une question ici. Et on va pouvoir... Voilà, vous laissez le micro. Merci beaucoup. Peut-être une petite question. On a beaucoup parlé de littératie de données, on a beaucoup parlé de culture de données et que souvent, ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui le connaissent le moins. Quelle est peut-être une bonne approche pour un premier pas pour des entreprises qui n'ont pas d'expérience en intelligence artificielle? Alors, moi, Sarah, je dirais, c'est elle est bien placée, hein. présenter des exemples concrets, pas trop compliqués, qui ont un retour sur investissement, un bénéfice qui est simple à saisir. Puis, c'est ça qui va amener vraiment une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça peut faire, puis surtout aussi quelles sont les limites actuelles. François, peut-être une réaction? Oui, nous, au CRIM, justement, on a développé un programme qui s'appelle Numéria. Puis ce que c'est, en fait, c'est des interventions personnalisées. Puis nous, on voit que ça répond à un vrai besoin parce que les gens qui voient ce qui se passe dans les médias, puis l'IA pour les grandes entreprises, et ça va changer le monde, dans le contexte de mon entreprise. Est-ce que je peux parler à un expert et me dire qu'est-ce que je serais capable de faire? C'est quoi les premiers pas? C'est quoi des attentes réalistes? Combien ça coûte? C'est quoi la fiabilité? Donc, cette sensibilité... Qu'est-ce que ça va donner? Très terre à terre, c'est pour faire les premiers pas, justement. Nathalie? Timo? Je pense que ce que tu viens de dire est vraiment important parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui, justement, étaient freinées dans leur adoption parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas comment le faire, c'était compliqué. Donc, il faut les accompagner aussi dans cette adoption. Ça va être le mot de la fin. On va remercier Sarah Legendre-Bilodeau, François Labonté, qu'on peut applaudir. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est donc la fin de cette émission. C'est plus clair depuis le terminal du port de Québec à l'occasion de la semaine numérique QC. Merci à vous, Nathalie de Marcellus Varra, d'avoir été avec nous. On fait une petite flambée d'applaudissements pour Nathalie. L'actu du Cyrano, c'est quoi à la fin de l'envoi Je touche? Actuellement, on est en train de travailler justement sur un baromètre qui travaille sur le partage des données de santé. Et il y a des résultats très intéressants qui s'en viennent. Elle va venir nous retrouver, elle va venir nous revoir, Nathalie, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Merci également à Luc Sirois, l'innovateur en chef, d'avoir été des nôtres. Notre Cyrano de Bergerac à nous, finalement. L'actu, on peut l'applaudir? Bah oui. Bah oui, l'actu. Bon, on termine la tournée des régions. Ça va au Bas-Saint-Laurent. On retourne à Gaspé pour avoir justement des données sur l'innovation dans chacune des régions. On lance une étude de l'OCDE faite avec le Conseil de l'innovation, le MEIE, sur l'impact du milieu de l'enseignement supérieur sur l'entrepreneuriat. Et restez à l'écoute. Là, il y a des grandes annonces sur les écosystèmes d'entrepreneuriat qui se préparent cette semaine. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. À quand le guide touristique, Luc Sirois, du Québec? Le petit Québec, futé. le petit routeur entrepreneur au Québec, c'est ça? Ouais, c'est pas mal, ça. C'est une bonne idée. Merci à nos... Juste à côté de tes albums de Tintin, justement. Oui, bah voilà, exactement. Hein. On va faire jaser, là. Merci à nos 6 intervenants venus illustrer les avancées significatives en matière d'intelligence artificielle responsable. Camille Bess, Yann Péquignot, Chalume Pierre, Vincent Bergeron, Sarah Legendre-Bilodeau et François Labonté. Un merci particulier. On peut les applaudir, oui, effectivement. Voilà, le public est encore avec nous. C'est bien, même si c'est début d'après-midi. Merci tout particulier également aux équipes de l'IID qui nous ont aidés à préparer cette émission. En particulier Linda Robitaille, Raymond Poirier. Un grand merci aussi aux équipes de la semaine numérique QC et en particulier à Caroline Labrie, à toutes ces équipes aussi qui l'ont accompagnée. Merci à nos partenaires commanditaires sans qui cette émission ne serait tout simplement pas possible. Les fonds de recherche du Québec, le Conseil de l'innovation du Québec, Sciences Médias et l'intelligence et données de l'Université Laval. Merci à la rédaction de Sciences, emmenée par sa rédactrice en chef Chloé-Anne Touma, à la réalisation Enchiche Doumbia, à la technique Jean-Adler Gaëtan, Guy-Carl Dubé et David Ressources aux caméras. Merci à toutes les équipes de GTS qui font toujours un travail remarquable. Vous n'avez pas remarqué, hein? Ils sont discrets, hein, ils ont fait du beau boulot. Voilà, on peut les applaudir, bah oui, ils le méritent, hein. Ils le méritent, vraiment. Merci également à la direction plateau Gita Golestani, à la gestion des partenariats, c'était Jonathan Chodjai qui est de côté, mais enfin merci également Sarah Gagnon-Turcotte qui était avec nous. Elle a fait la bonne job, Sarah, hein, là aussi. Voilà, on n'est pas... Sarah,
La prochaine grande actu de l'IA, ici au Québec, c'est quoi? Ça au m'a fait printemps? plaisir d'être là, puis je suis heureuse de vous inviter aux prochaines rencontres IA qui seront organisées en mai. La date exacte demeure à être annoncée. C'est co-organisé par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Scale AI et le Conseil de l'innovation. Un gros événement, évidemment, de rentrée. Merci, Sarah. Prochain rendez-vous, c'est plus clair, dans un peu moins d'un mois. Nous serons de retour à Montréal, au Palais des Congrès. Nous y parlerons découvrabilité scientifique à l'occasion du forum La science en français au Québec et dans le monde. Yes, indeed. D'ici là, portez-vous bien. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci au public. Merci.